Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Nous partageons tous un don, un savoir intuitif, invisible, qui ne repose sur aucune étude scientifique poussée et que l'on développe à mesure que nous nourrissons reconnaître la connerie des autres. Une connaissance accrue de la connerie d'autrui qui reste relativement aveugle quand il s'agit de son cas personnel. Avec beaucoup d'aplomb, nous considérons que le con c'est souvent son voisin, sa belle-sœur, son patron ou son syndic de copropriété. Mais existe-t-il un portrait robot du con? Que se passe-t-il vraiment dans la tête d'un con? Quelle est sa philosophie de vie, son mode de pensée? Nous esquisserons aujourd'hui une typologie des cons. Et puis à l'occasion de la sortie d'un ouvrage consacré aux crétins des Alpes, nous verrons si les crétins sont forcément des cons. Avec nous autour de la table, le psychologue et journaliste Jean-François Marmion et l'historien Antoine Debec. Mes complices aujourd'hui, les journalistes Éric Libio et Guillemette Odissino. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi. France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rébéi. Je fais souvent semblant d'être con. Parce que on ne pose jamais trop de questions aux imbéciles. Donc, moi, ça m'arrange de temps en temps. Vous savez, je suis quelqu'un qui observe beaucoup les gens. J'aime parler avec des gens qui m'ennuient, ça m'ennuie. Je sais qui je suis. J'ai pas besoin de prouver qui je suis. Je ne suis pas quelqu'un de stupide. Mais ça, je le sais, mais ça m'a arrangé, disons, pendant quelques années, enfin pendant assez longtemps, ouais, j'en ai rien à foutre de rien, foutez-moi la paix, moi je sais pas parler. C'est vrai que ça arrange. Johnny Hallyday qui fait souvent semblant d'être con, un peu comme vous, Éric Libio, je crois. Oui, mais moi je réussis beaucoup plus que lui, surtout. Bonjour à nos invités, Jean-François Marmion. Vous Bonjour. dirigez un ouvrage petit, très épais, très intéressant, Psychologie de la connerie aux éditions Sciences Humaines. Antoine Debec, historien, professeur à l'École normale supérieure. Vous êtes l'auteur d'une histoire des crétins des Alpes à la librairie Vuibert. Jean-François Marmion, la connerie, c'est quoi? C'est une action, une parole inepte, c'est ce que nous dit le Robert. Synonyme, bêtise, sottise, idiotie, absurdité, stupidité. Quelle est votre définition de la connerie au terme de votre enquête sur le sujet? Il y a 30 auteurs dans votre ouvrage qui ont réfléchi sur la connerie. Mais c'est quoi votre définition de la connerie? Ça dépend de quel con on parle. On peut être con par maladresse, par ignorance, on croit bien faire et puis on est à côté de la plaque, c'est des petites erreurs, c'est pas bien grave. On peut être un con intelligent, là c'est plus fâcheux, on peut très bien écrire 500 pages qui rendent le lecteur plus con, qui le rendent plus binaire, plus haineux, on a tous quelques noms en tête là. Et puis on peut très bien être con au sens nocif du terme, être un sale con, profiter du peu de pouvoir qu'on a pour nuire aux gens qui sont sous notre coupe. Donc tout dépend vraiment de type de conneries qu'on parle, dont on parle, mais vous savez, là j'ai demandé à 30 psychologues, il y a aussi des sociologues, des philosophes, des écrivains, et en gros, à ma grande surprise, parfois ils s'accordent sur ce que c'est que la connerie. Donc c'est déjà bon signe. Alors le con est doté d'un immense talent, nous pourrir la vie. Ah oui, il se gêne pas. Alors encore une fois, quand c'est volontaire, là c'est vraiment de la connerie, quoi. Là c'est la connerie au sens connard du terme, au sens péjoratif. Quand c'est involontaire, tout dépend de l'amour qu'on porte au con. Si c'est quelqu'un qui est proche de nous, ça va pas être de la connerie, ça va être un petit défaut qui ajoute à son charme. Vous voyez, les gens qu'on aime sont pas cons. Parce que ce qui est intéressant avec la connerie, c'est sa variété de sens qui change selon le ton et l'adjectif qu'on lui accole. Dire à quelqu'un avec le sourire que c'est un grand con n'a pas la même saveur et la même valeur que si vous pensez méchamment que votre syndic de copropriétaire est un gros sale con. Oui. Tout dépend de l'adjectif et du ton. Si je dis casse-toi pauvre con au hasard, je le plains. Je dis mais t'es vraiment con, j'aurais aimé te serrer la main, mais t'es vraiment con. Vous voyez? Si je dis casse-toi sale con, là je suis beaucoup plus agressif. Vous voyez? Non, il y a tout un nuancier de la connerie. Alors des insultes. Pour vous, la connerie n'a jamais été aussi visible, décomplexée, grégaire et péremptoire qu'aujourd'hui. Mais on ne dit pas ça à chaque époque. Si, bien sûr. Déjà, il y a 25 siècles, il y avait des vieux cons qui disaient que c'était mieux avant. Au temps de nos pères, au moins, les jeunes étaient ordonnés, les jeunes étaient obéissants, ils étaient cultivés. Ça fait 25 siècles qu'on dit que c'est pire qu'avant. Alors, je pense pas que ce soit pire à notre époque, mais c'est plus visible, c'est pas la même chose. Un mot sur le caractère machiste du mot con, souligné par Edgar Morin. Le con désigne dans l'argot le sexe de la femme. Oui, étymologiquement, l'étymologie est plus probable, c'est ça. C'est-à-dire que quand on voulait insulter quelqu'un, on lui disait mais t'as rien dans la tête, on dirait un sexe de femme, quoi. T'es creux, t'as rien. Il y a aussi le pendant masculin, si j'ose dire, qui est couillon, mais qui est moins employé. Con, ça a vraiment une acception universelle, et ça ne désigne plus aujourd'hui le sexe de la femme.
femme, on n'en parle plus comme ça. Mais par extension, ça désigne beaucoup plus de monde. On se souvient du con d'Irène, d'Aragon. Antoine de Bec, c'est quoi pour vous un con? Vous qui avez beaucoup réfléchi, qui avez écrit sur les crétins des Alpes, c'est quoi un con pour vous? Déjà, je pense qu'un con, c'est celui qui a les moyens de l'être. C'est-à-dire que les crétins, sous la forme pathologique, d'une certaine manière, ils se posent même pas la question. La connerie, c'est de ce côté-là, la connerie serait presque une sorte de luxe. C'est-à-dire, on va au-delà de la psychologie humaine pour d'une certaine façon aller emmerder le monde. Donc oui, on choisit d'être con. Ce serait un peu mon approche de la connerie. Est-ce que la psychologie justement s'est intéressée à l'étude des cons, Jean-François Marmion? Alors je pense par exemple à cette étude de Schank et Abelson en 1977 qui montre par exemple que la plupart du temps les gens ne font pas attention à leur environnement avant d'agir et ça peut conduire à faire des conneries. Oui, alors c'est difficile d'étudier les cons parce que si on veut à tout prix utiliser une méthode scientifique, il faudrait par exemple prendre 15 000 cons, une cohorte de 15 000 cons et puis les suivre pendant 15 ans pour voir comment ils se comportent par rapport à des gens qu'on suppose moins cons. Mais c'est pas possible. Qui va décider qui est con ou pas? On peut pas leur expliquer, on va vous suivre pendant 15 ans parce que vous êtes con. On peut pas se baser non plus sur des questionnaires. Cochez cette case si vous trouvez con. Personne ne va la cocher. Donc on peut en revanche étudier des petites conneries. On peut étudier la formation des stéréotypes, de la discrimination, on peut étudier l'expression de l'homophobie, du sexisme, des discriminations, on peut étudier les biais cognitifs, c'est-à-dire nos erreurs de raisonnement, et ça a valu un prix Nobel à Daniel Kahneman, qui est dans le bouquin, s'il vous plaît. Donc, on peut étudier des parcelles de la connerie, mais les cons en tant que tels, c'est scientifiquement, pour des questions méthodologiques, c'est très difficile. Alors, des études en psychologie montrent par exemple que l'égocentrisme nous fait tordre la réalité et nous rend souvent très cons. Oui, alors ça, on rejoint ce qu'on appelle le biais de confirmation, qui est un biais cognitif très puissant. On repère dans notre environnement tout ce qui accrédite notre hypothèse. Si j'ai un préjugé envers une certaine catégorie de la population, je vais retenir tous les faits divers qui corroborent mon hypothèse. Je vais dire, vous voyez bien, on peut rien faire avec ces gens-là. Et je vais ignorer les millions de cas où ça se passe très très bien. Le biais de confirmation, c'est un des biais cognitifs les plus puissants et il est difficile d'échapper. Et il existe des dizaines de façons de réfléchir n'importe comment. Vous faites le détail de plusieurs biais dans votre ouvrage. Il y en a d'autres Bien sûr, il y a par exemple la corrélation illusoire. C'est quoi? Alors ça, c'est deux événements qui se produisent en même temps et on pense qu'il y a une relation de cause à effet, alors il n'y en a pas. Un exemple? Un exemple, il y a une grande psychologue qui a déclaré qu'il y avait beaucoup plus d'autistes qu'auparavant et beaucoup plus d'écrans. Donc, les écrans rendent autistes. Ça tient pas debout scientifiquement, c'est pas démontré. Mais voilà, à ce moment-là, on peut dire n'importe quoi. Il y a plus de lunettes noires en été, il y a plus de cornets de glace, donc les lunettes noires font pousser les cornets de glace. Ça, vous voyez. Est-ce que nous sommes équipés d'un radar à conneries qui s'appellerait le biais de négativité? Nous avons tendance tous à accorder plus de poids, plus d'attention, plus d'intérêt aux choses négatives que positives. Oui, parce que notre cerveau est équipé pour détecter les menaces. Et les gens qui nous ressemblent pas, potentiellement pour lui, peuvent être des menaces. Des gens qui sont pas de notre groupe, qui ont l'air cons, qui sont entendus, qui sont pas assez comme nous, quoi. Oui, on détecte beaucoup plus les défauts des gens que leurs qualités. C'est ce qu'on retient. Éric Libio. Oui, tout à l'heure, vous parliez de la difficulté à nominer ou à quantifier les cons, mais j'ai toujours l'impression qu'on l'est un peu soi-même. Est-ce que du coup, dans la journée, on peut, parce que c'est toujours le voisin qui est plus con que soi, alors que très souvent, on se dit, mais quel con je suis d'avoir dit ça ou fait ça. Oui. Ça veut dire que tout le monde l'est à plus ou moins de grande échelle et plus ou moins de grosse quantité. Mais si on est-ce qu'on peut mesurer sa propre connerie, si on en prend conscience, c'est déjà bon signe. Mais après, il faut mieux demander à son entourage. Mais si vous aimez bien, il va vous dire que non, t'es pas con. On t'aime bien comme ça. Mais je crois pas, moi, quand on me dit ça. Tout le monde l'est. Moi non plus, mais j'aime bien. Alors, vous êtes d'accord avec cette phrase de Frédéric Dard? Je trouve que la plus stupide des bonnes femmes n'est pas aussi con qu'un homme. La connerie, la vraie connerie, la connerie rutilante, la connerie superbe, c'est l'homme. Alors, il y a plusieurs témoignages qui vont dans ce sens dans le livre. Ça mériterait d'être exploré davantage dans le volume 2, je trouve. Du Méthodicino. Ça me ravit. J'attends le volume 2. Un crétin. S'il résonne aujourd'hui comme une insulte, le mot crétin a d'abord désigné au XIXe siècle une personne atteinte d'une maladie congénitale grave. De petite taille, les crétins souffraient de retard mental. Et, détail important de notre histoire, étaient souvent affligés d'un goitre, c'est-à-dire un renflement du cou provoqué par un gonflement de la thyroïde. Le retard mental serait-il lié à un mauvais fonctionnement de la thyroïde?
Un extrait du documentaire Demain tous crétins de Sophie Gilman et Thierry Delestrade. Antoine Debec, vous publiez donc une histoire des crétins des Alpes. Il existait en France au milieu du 19e siècle environ 20 000 crétins et 100 000 goitreux répartis dans les différentes régions montagneuses. Quelle était l'explication médicale ? Alors l'explication médicale, donc c'est une pathologie qui est un dérèglement de la glande thyroïde qui est lié à une carence en iode. Donc ça c'est l'explication, disons, brute qu'on a peu à peu mis au point tout au long du 19e siècle. Et donc, à partir du moment où on a compris ça de façon, disons, définitive, on a pu très simplement guérir cette maladie en diffusant de l'iode, du sel iodé, notamment dans les montagnes. Ça a commencé en Suisse en 1922. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser aux crétins des Alpes ? Alors, moi, je suis marcheur. J'aime bien traverser les Alpes. J'avais fait une longue traversée des Alpes comme ça pendant un mois du lac Léman à Nice. Et c'est vrai que j'avais repéré sur le chemin un certain nombre de lieux qui étaient des lieux un peu spectraux, un peu fantomatiques, un peu des ruines comme ça, qui étaient des instituts, des asiles, des hospices où étaient enfermés au 19e siècle les crétins. Et puis bon, sinon, moi je suis comme beaucoup lecteur de Tintin et l'insulte du capitaine Haddock, évidemment, dans le trésor de Rackham le Rouge. Voilà, c'est Crétin des Alpes que Haddock lance à Tryphon Tournesol, ça m'avait forcément marqué. Alors à propos du crétinisme, on parle d'idiotie des montagnes, d'individus arriérés, et on a longtemps pris le crétin des Alpes pour un con. Oui, alors le crétin apparaît dans les récits de voyage en fait. C'est ça qui va faire assez massivement tout d'un coup surgir ce qui est décrit au début comme une sorte de monstre. C'est vrai que le récit de voyage est très très à la mode à partir de la fin du XVIIIe siècle et notamment dans les Alpes. Le récit de traversée des Alpes, de voyage. Et donc les écrivains vont rivaliser un petit peu de plumes pour décrire leur voyage à travers les Alpes. Et bon, c'est un genre qui est plutôt porté sur le lyrisme, la beauté, le sublime, la majesté du paysage. Et au milieu du paysage comme ça magnifique, il y a une tache qui est le crétin, voilà, cet être donc dont la croissance s'est arrêtée, qui est marqué par un goitre souvent, qui est marqué par une toute petite taille, par un visage extrêmement ridé, voilà, une pathologie lourde, mentalement très arriérée, et qui se situe généralement au milieu du village. Voilà, souvent les villages sont assez attachés à leurs crétins. Et vous éprouvez beaucoup de tendresse pour les crétins des Alpes. Moi, oui, je me sens assez solidaire, disons, de cet être le plus démuni. Ça, c'est sûr, et j'éprouve une certaine compassion. Mais ce que j'ai beaucoup aimé en travaillant ce personnage, au-delà de toutes les enquêtes médicales, scientifiques qu'il y a pu y avoir pendant un siècle pour essayer d'expliquer le phénomène, c'est la façon dont ensuite l'imaginaire va s'emparer du crétin pour parfois en faire une sorte de fierté, ce que moi j'appelle la fierté crétine. C'est quoi ? Alors, la fierté crétine, ça commence au milieu du 19e siècle chez certains auteurs, notamment suisses, comme Rodolphe Töpfer, l'auteur des Voyages en zigzag, c'est un magnifique écrivain, et il considère le crétin comme une sorte d'être qui est par son innocence relié au primitif, relié aux origines, et qui serait la meilleure réponse possible à ce qui serait la modernité la plus échevelée, qui à l'époque passe déjà par le tourisme, notamment l'aménagement des Alpes. C'est quelque chose qui dès le 19e siècle et pendant plus d'un siècle va transformer la montagne, parfois, il faut bien le dire, l'enlaidir et la rendre une sorte de ville à la montagne, comme ça. Et le crétin serait un petit peu l'être qui résisterait à ça, qui serait une sorte d'anti-modernité, comme ça. Et donc un être
primitif, authentique. Et vous êtes vous-même fier d'être un peu crétin? Alors oui, enfin bon, je suis pas absolument crétin évidemment, mais c'est vrai que j'ai des problèmes avec tout ce qui est, je crois comme beaucoup de monde, vous êtes un peu pâteau. La technologie, oui, voilà, je me sens pas tout à fait à l'aise, je sais pas conduire, je me sens tout à fait étranger à tout ce qui est la technologie la plus avancée. Donc c'est vrai que je me sens pas tout à fait à l'aise avec mon temps, disons. C'est ce décalage-là qui pourrait me faire non pas pencher vers la crétinerie, mais avoir une certaine tendresse, en tout cas pour les crétins. Éric Libiot, vous vous sentez concerné par ce autoportrait d'Antoine Debec? Oui, sur le manque de savoir-faire avec la technologie, ça... sûrement, mais moi je préfère. Alors c'est vrai qu'Antoine a écrit un magnifique bouquin sur la randonnée. Petite parenthèse, mais je préfère le con au crétin en fait. Pourquoi? Je sais pas. Je trouve qu'il y a un effet miroir qui est beaucoup plus valorisant pour soi-même, alors que le crétin, on a toujours l'impression que c'est un peu l'autre effectivement, parce que historiquement c'est un personnage qui a une définition, alors que le con est souvent les autres comme soi-même. Donc j'ai une certaine tendresse et pour moi et pour les autres cons. C'est vrai que le con a une plasticité, on va dire, qui permet d'avoir, comme vous le disiez tout à l'heure, tous les degrés de la connerie sont possibles. Alors que le crétin, c'est dans sa version pathologique, il y a une sorte de définition scientifique de la crétinerie, même si pendant un siècle, on s'est battu sur les causes de ce qu'était des raisons du crétinisme, mais d'autre part, le passage du crétin des Alpes au crétin tout court est un passage qui est souvent assez marqué, notamment politiquement. C'est-à-dire que c'est un mot qui apparaît vraiment dans le langage politique dans les années 20, et qui est un mot très marqué par les extrêmes. C'est-à-dire que c'est l'extrême droite ou l'extrême gauche qui utilise beaucoup ce mot-là pour dénigrer le personnel politique, notamment au pouvoir. Jean-François Marmion. Oui, j'ai l'impression que dans le crétin, il y a une dimension poétique, voire mystique, qui fait défaut au con. C'est-à-dire que dans votre livre, vous citez Victor Hugo qui définissait le crétin comme moitié spartiate, moitié con, et qui ne comprenait pas littéralement que la beauté des Alpes soit accessible en permanence aux crétins qui ne semblaient pas en profiter. Pas plus qu'ils ne semblaient profiter des vers de Victor Hugo, ce qui est peut-être le plus grand scandale de tous. Bon. Qu'est-ce que la connerie? C'est notre thème du jour, vaste programme. Alexia Rivière et Alexia Lacour, avec l'aide de Laura Laplot, m'ont aidé à préparer cette émission. À la réalisation, Stéphanie Texier et Franck Sinatra pour bien commencer. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin.
would sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice. Comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, ain't no chance to win. Why not use your mentality? Get up, wake up to reality. And each time I do, just the thought of you makes me stop just before I begin. Because I've got you under my skin, and I like you under my skin. Frank Sinatra interprétait I've Got You Under My Skin. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Grand bien vous fasse. Si vous bougez seulement les oreilles, on vous coupe par le milieu. Ça fera 10 morceaux. Sur France Inter. Qu'est-ce que la connerie? C'est notre thème du jour. Vaste programme. Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur? Non. Un voleur, de temps en temps, ça se repose. Par le plus grand des hasards, Philippe est merveilleux et Henri est un con. C'est très simple à retenir. Si la connerie se mesurait, il servirait à nous mettre les talons. Il serait à Sèvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons? La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. T'es le roi des cons, au pays des emmerdeurs. Un petit con. Voilà ce que t'es. Connard! 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 Montage signé Stéphanie Texier. Nous recevons énormément de messages par courriel ou sur notre page Facebook. Clément nous dit un con, c'est une personne égoïste qui agit sans réfléchir aux conséquences de ses actes ou de ses paroles et dont la seule motivation est son intérêt personnel. Notre internaute nous dit j'ai longtemps cru qu'il y avait des cons, des gens fondamentalement cons, et plus je vieillis, plus je suis bienveillante. Je réalise qu'on est tous le con de quelqu'un et que la connerie est un état passager. Karine nous dit beaucoup de comportements dits cons proviennent d'une méconnaissance ou d'une fragilité mal colmatée. Un peu plus d'empathie permettrait peut-être moins de conneries. Et puis Marie-Pierre nous dit ne pas confondre ignorance et conneries. Il y a des incultes intelligents et des érudits très cons. Une petite conne peut m'être sympathique alors que la connasse me met en colère. Généralement, je la traite de sombre connasse, ce qui donne une idée de la profondeur de sa connerie. Il y a également le gentil con qui ne le fait pas exprès et le gros connard qui cherche à nuire. Jean-François Marmion, je rappelle que vous avez dirigé une psychologie de la connerie. Et vous risquez d'ailleurs une typologie des cons. Il existe une belle variété de spécimens. Il y en a un qui me vient en tête, le bof. Le bof croqué par le génial Cabu, qui dessinait un bof à la fois bête, méchant, raciste et égoïste. Oui, ça rappelle ce que disait l'auditeur, le premier auditeur tout à l'heure, là, c'est-à-dire le con satisfait de ses certitudes, qui ne vient pas à l'idée de se remettre en question. Les autres cons, toute la terre entière est conne, et lui, il est le seul lucide, et encore, je sais même pas si ça l'intéresse de considérer qu'il est lucide. Oui, on est toujours le con de quelqu'un, on n'est jamais assez le con de soi-même. Quelle est la différence, tiens, entre un connard et un con? Notre jeune collaboratrice Laura Laplot nous disait hier au bureau que dans l'idée de connard, il y avait une dimension de méchanceté intentionnelle. Oui. Ça me semble plutôt bien vu, et ça rejoint ce qu'écrit le philosophe américain Aaron Jones dans votre livre, qui écrit qu'un connard, c'est un homme, plus rarement une femme, qui s'accorde des avantages particuliers dans la vie sociale en se sentant immunisé contre les reproches. Oui, le connard se sent au-dessus des autres. Il n'a pas de légitimité pour ça, il n'a aucune raison, mais il a décidé qu'il était au-dessus des autres et que si les autres ne sont pas contents, il les emmerde. En gros, c'est ça. Et il y a un auditeur aussi qui parlait de, je crois que c'était le premier là encore, qui parlait du connard qui ne se souvient absolument pas des répercussions de ses actes sur autrui. Là, on rejoint la post-vérité avec le bullshit, c'est-à-dire je dis n'importe quoi, mais sans même essayer de faire croire que je dis la vérité, mais juste parce que ça m'arrange et peu importe les conséquences. Et ça nous rappelle quelqu'un qui est à la Maison Blanche, enfin en tout cas d'après pas mal de contributeurs de la connerie. Moi, je me permettrais pas. Et d'ailleurs, Aaron Jones affirme que Donald Trump, parce que vous ne le citez pas, est un connard suprême. Oui, il a écrit un livre pour démontrer qu'il fallait surtout pas élire Trump, bon, raté. Mais pour lui, c'est l'exemple même du bullshitter, c'est-à-dire celui qui dit blanc le lundi, qui dit noir le mardi, qui signe le mercredi, qui se rétracte le jeudi, qui insulte tout le monde le vendredi, et sans souci réel apparent des conséquences de ses actes. À mon avis, il est plus lucide que ça et il en joue. Mais bon. Et Aaron Jones affirme que la connerie ne relève pas de l'intelligence ou de l'émotion, mais que c'est avant tout une affaire de comportements sociaux.
Oui. Et d'ailleurs, la géniale Camille Cotin, dans ses caméras cachées, le montre très bien quand elle se met en scène de façon sans gêne, en se fichant éperdument et totalement des autres. Bah voilà, ça s'appelle connasse. Oui. Donc, ça peut pas être plus explicite. Oui, j'écrase tout le monde de ma supériorité qui ne repose sur rien, et la réalité doit s'adapter à moi, et les autres doivent s'adapter à moi. Moi, voilà. Antoine Debec, je rappelle que vous avez publié une histoire des crétins des Alpes. Alors, selon votre définition du crétinisme, Donald Trump n'est pas un crétin. Non, je pense que justement, le crétin est aussi celui qui révèle la connerie des autres. C'est-à-dire que je pense que Donald Trump face à un véritable crétin, bon, il y en a plus aujourd'hui, mais si on le déportait comme ça dans le 19e siècle, voilà, je pense qu'il serait méprisant, ou alors au contraire, il voudrait l'enfermer dans des hospices, des choses comme ça. Mais donc il a été méprisant pendant la campagne présidentielle américaine avec un journaliste en situation de handicap en l'imitant de façon exactement. ignoble. Donc voilà, le crétin au sens pathologique du terme, là, révèle la connerie de celui qui se croit supérieur. Alors, vous dites dans votre ouvrage, Antoine Debec, que le crétin, dans les œuvres de fiction et de l'imaginaire, c'est un résistant. Vous pouvez nous expliquer ? Oui, c'est un personnage qui, peu à peu, se construit contre tout ce qui est à la fois du côté du pouvoir, tout ce qui est du côté, disons, de l'assurance, et puis de tout ce qui est du côté d'une modernité, disons, un peu affirmée, et qui serait une modernité qui voudrait transformer le monde. Voilà, le crétin, il a cette sorte de force d'inertie, comme ça, voilà, qui fait que il est lui-même, il ne peut pas être autrement, et ce destin comme ça en fait à la fois une grande victime, et puis en fait d'autre part une sorte d'innocent. Et je pense que c'est du coup le crétin, il est lié à la fois à un côté un peu sacré, presque mystique, voilà, c'est celui qui parle directement à Dieu, aux étoiles, et c'est pour ça que les villages, les communautés des Alpes au 19e siècle le protégeaient, ou l'aimaient. C'était une sorte de porte-bonheur, de talisman. Avoir son crétin, ça protégeait en quelque sorte le destin de la communauté. Et puis d'autre part, c'est vrai que le crétin a été une grande victime au sens où c'était un être presque parfait pour tous ceux qui ont voulu le changer, et on ne pouvait pas le changer, le crétin. C'était vraiment une pathologie lourde Or, on pensait, un certain nombre d'éducateurs notamment, on pensait que c'était plutôt un arriéré, qu'on allait pouvoir éduquer les crétins. Et donc, ils ont été pour ça à la fois enfermés dans les asiles. Ils ont été, on leur a fait subir en quelque sorte toute une série d'épreuves, de transformations, d'expériences, qui pouvaient aller jusqu'aux expériences les plus terribles, l'ablation du goitre. Voilà, ce sont des choses qui étaient à la fois évidemment utiles à la science. La science, il y avait véritablement ce que moi j'appelle une science de l'Alpe, c'est-à-dire une étude extrêmement poussée et générale à l'Europe de la crétinerie, du crétinisme alpin. C'est véritablement quelque chose qui a provoqué. Moi, par exemple, j'ai passé un certain nombre d'heures à la Bibliothèque nationale à lire une centaine de thèses de médecine écrites au 19e siècle sur le crétinisme alpin. Donc, il y a une véritable science de cela, mais tout ça n'a pas servi à grand chose, puisqu'il a fallu un siècle pour que on arrive à donc ce retard comme ça. Il a peut-être été même provoqué par le fait qu'il y avait tellement de gens qui s'intéressaient aux crétins et qui ont, par exemple, évoqué 42 causes possibles du crétinisme. Donc, quand on évoque comme ça une multitude de causes possibles, eh ben la science entre guillemets ne progresse pas, elle n'arrive pas à se mettre d'accord. Et là encore, le crétin est d'une certaine manière un révélateur de la connerie. Jean-François Marmion. Oui, ce qui est scandaleux chez le crétin, c'est qu'il ne sert à rien. Il est inutile, il rentre pas dans le jeu, il n'est pas productif. Il vote pas, il va pas, et en plus on n'arrive pas. Il peut même pas à aller à l'armée, donc ça c'était un grand scandale au 19e siècle. C'est un peu un anti-héros, quoi. Il sert à rien, on le comprend pas, il échappe même à la science. Il est très énervant, et pourtant il a l'air heureux en plus. Guillemette Odissino. Moi je pense à la figure de l'idiot.
Alors, un peu moins crétin au sens malade du terme, mais vous savez, je me souviens de ce film qui s'appelait Bienvenue Mr. Chance de Al Ashby, c'était avec Peter Sellers. Et en fait, c'était un peu, l'histoire d'un crétin, en tout cas d'un idiot, un ravi de la crèche, en fait, qui cultivait son jardin, un jardinier. Mais en fait, à force d'être idiot, il devenait tellement fascinant que même le président des États-Unis le prenait comme conseiller. Donc l'idiotie, en fait, a quelque chose de fascinant, justement, dans sa manière d'une candeur absolue, d'une naïveté fondamentale à regarder le monde. Finalement, ce qui serait beau, c'est que la crétinerie finisse par un peu fasciner la connerie. Jean-François Marmion, l'idiotie, c'était une catégorie psychiatrique au 19e siècle. Hein. Oui, les idiots, les imbéciles, les débiles, les crétins, il y avait des définitions médicales relativement précises pour les désigner, puis c'est passé dans le langage courant, exactement comme au 20e siècle, c'est d'autres pathologies qui sont passées dans le langage courant. Hein. Malheureusement, on traite les gens maintenant d'autistes, de schizos, de bipolaires, etc., alors que c'est quand même à la base des situations grave. Une question revient beaucoup ce matin dans les messages. Est-ce que la connerie est liée à l'intelligence? Nous connaissons tous des personnes très intelligentes et qui agissent avec beaucoup de stupidité. Oui, absolument. La connerie n'est pas forcément un manque d'intelligence. En fait, il y a un psychologue qui s'appelle Keith Stanovich qui distingue l'intelligence algorithmique et la rationalité. Alors, l'intelligence algorithmique, c'est telle qu'elle est mesurée par le QI. C'est un certain type d'intelligence. Et puis la rationalité, c'est la mise en œuvre de cette intelligence au quotidien. Où ça peut être catastrophique. Exemple, je sais que il faut pas fumer, ça c'est mon intelligence algorithmique qui le dit, c'est très bien établi. Mais je fume. Rationalité, j'ai décidé que. Voilà. Et on peut être très intelligent et complètement inadapté dans la vie quotidienne. Ça vous parle, ça, Guillemette Odissino? Non, je viens de me rendre compte que je suis une conne, en fait. Non. C'est votre rationalité qui est en vous prise en défaut, pas l'intelligence algorithmique. C'est bien, déjà. Non, mais j'assume. Allez, l'esprit d'escalier de Guillemette Odissino, c'est maintenant. Si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Et ta connerie, elle est congénitale? Grand bien vous fasse. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Sur France Inter. Donc j'ai plein de trucs dans mon escalier à lire aujourd'hui, mais je ne vais pas prononcer le mot con. Trop tard. Donc, il n'y aura pas de dîner 2, il n'y aura pas de Tour Eiffel en allumettes, enfin, il n'y aura pas de... Vous voyez ce que je veux dire. En revanche, est-ce que vous connaissez Luc Moulet? Alors, Luc Moulet, c'est un cinéaste, alors il n'est pas normé, il n'est pas normal, il le dit lui-même, hein, ce n'est pas une insulte. Cette espèce d'ovni dans le milieu du cinéma, qui, entre autres dingueries, a réalisé un documentaire qui s'appelle La Terre de la Folie. Alors c'est un documentaire régional, familial, enfin un drôle d'objet. Moulet y décrit sa terre d'origine, les Alpes, celle du Sud, et une soi-disant folie meurtrière qui s'y répand depuis des siècles. Alors ça commence à peu près comme ça. L'arrière-petit-neveu du bisaïeul de ma trisaïeule avait tué un jour à coups de pioche le maire du village, sa femme et le garde champêtre, coupables d'avoir déplacé sa chèvre de 10 mètres. Moi, rien que ce préambule, ça me met en joie. Et alors, parmi les thèses qu'il y a dans ce documentaire, que Luc Moulet évoque avec un sérieux très drôle, pour expliquer cette folie du meurtre, il y a évidemment le Mistral, qui souffle sans arrêt, qui vous rend chèvre, mais aussi des problèmes de thyroïde, qui provoquent des goitres. Alors, Digne, Sisteron, les Alpes de Haute-Provence, le Mistral, les meurtres, ça m'a fait penser, on monte une marche d'escalier, au commissaire La Violette, le héros des romans policiers de Pierre Magnan. Alors, franchement, si Fred Vargas, si vous aimez Fred Vargas, si Fred Vargas avait un papa de polar, ce pourrait être Magnan, avec son art de trouver des noms pas possibles à ses protagonistes et d'inventer de drôles de secrets historiques, ésotériques, à l'origine des crimes. À travers les enquêtes de La Violette, Magnan, qui avait bien connu Giono, voulait surtout parler de Digne, le chef-lieu des Basses-Alpes, son pays aride, sans mer, sans iode. Il faut vraiment lire les romans de Magnan, comme Le sang des Atrides, Les charbonniers de la mort, ou Le secret des andrones. Alors c'est bien, vous savez au passage ce que c'est qu'une androne? Non, pas du tout, Guillemette. C'est une rue typique de la Haute-Provence, c'est une rue en escalier. Alors c'est un escalier qui me fait redescendre aujourd'hui. Alors baisse du QI. Allez, multiplication du nombre d'enfants atteints d'hyperactivité, souffrant de troubles de l'apprentissage. Il y a des tests scientifiques qui révèlent le déclin, depuis les années 90, de nos capacités intellectuelles. Non mais en vrai, hein, de nos capacités intellectuelles. Et la faute à quoi? Aux perturbateurs endocriniens, car nous baignons dans un environnement
enfin en gros de 1001 substances chimiques qui dérèglent le fonctionnement de notre thyroïde. Décidément, cet organe est quand même partout. Tout cela est expliqué dans le documentaire dont on a entendu un extrait tout à l'heure. C'est un documentaire vraiment passionnant, enfin qui fait un peu froid dans le cou. Demain tous crétins. Le documentaire de Sylvie Guilman et Thierry de l'Estrade. Et donc là, je retombe au premier palier de l'escalier. Vous venez de le dire. Le titre, c'est Demain tous crétins. Antoine Debec. Sur notamment Luc Moulet, il y a quelques pages très belles dans votre ouvrage. Luc Moulet, c'est le cinéaste crétin au sens voilà de cette fierté là, c'est-à-dire que Luc Moulet est de cette région, oui, près de Digne, ce qu'on appelle les roubines, hein, ces érosions comme ça, ces terres noires totalement désertiques et désolées. Et c'est vrai que c'est un coin des Alpes qui a été assez propice au crétinisme. Et ce qui est intéressant, c'est que Luc Moulet, avant d'être cinéaste, il a voulu être géographe. Et il a fait quand il avait 16 ans, hein, j'ai retrouvé ça dans les archives de la Bibliothèque nationale, une enquête démographique à travers ces Alpes du Sud pour repérer toutes les traces justement du crétinisme. Et d'une certaine manière, il se nourrit de tout ça pour voilà son burlesque, parce que c'est un cinéaste hilarant. Hein. Il faut le voir dans Ma dernière brasse danser, par exemple, faire la danse des idiots, la danse des crétins. Hein, ce burlesque-là, il est véritablement nourri de cette fierté crétine. Valérie Tribe du podcast Chiffon me dit que il y a le con qui est con, on ne peut rien faire pour lui, il y a le con maladroit, on lui pardonne, il y a le con par lâcheté, il y a le con méchant à éliminer, le grand con, le gros con, le sale con et le vieux con, et notre époque regorge de cons avec les réseaux sociaux. On continue à parler des cons. Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi. Les barricades, les voltigeurs et puis quoi? Cours, camarade, les épaves de pavés, les bousculades, les cocktails et puis après. Cours, camarade, le vieux monde sent la poussière. Dernière ruade, et on l'enterre à Nanterre. Camarade, redis-nous ton beau discours sur ton estrade, le poing levé, le cœur lourd. Camarade, le vieux monde reprend son souffle. Quelques décades et tu rentres dans ses pantoufles. Cours, camarade, tes affiches et tes slogans, comme tu les brades pour vendre des brosses à dents. Cours, camarade, le vieux monde t'a rattrapé. Il est malade, tout prêt à agoniser. Cours, camarade, comme tu en crèves avec lui. T'as des bandades, comme on en crève aujourd'hui.
vient d'écouter Cours camarade d'Alex Baupin. Oui, non, mais attention, il faut pas oublier l'éthique de la maison, les enfants. Grand bien vous fasse. Il ne faut jamais prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Sur France Inter. Et on continue à parler des cons avec vous, Jean-François Marmion. Dans votre psychologie de la connerie, vous avez rencontré le professeur en psychologie et neurologie, Antonio Damasio, et vous lui avez demandé si les émotions nous rendaient idiots. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il m'a répondu non. Ou en tout cas, pas forcément. On tient ça depuis Descartes, où il faut départager la raison, la noble raison, et puis les émotions qui sont des parasites, un peu sales, un peu. Et en fait, pas du tout, parce que Damasio a montré, c'est un des 2 ou 3 plus grands psychologues au monde, franchement, et il a montré de façon expérimentale que si on est coupé de nos émotions, on raisonne mal. On échoue à prendre rapidement de bonnes décisions, on n'apprend pas de nos erreurs, on se comporte vraiment comme des abrutis. Et donc si on se base que sur notre intelligence, on raisonne mal. Si on se base que sur notre émotion, on peut aussi raisonner mal. Donc il ne faut pas opposer les deux. Les deux s'intègrent et sont en perpétuelle négociation. On parle de négociation pour faire des bons choix et des bons raisonnements. Alors un courriel de Maryse qui nous dit: j'ai 62 ans et une part de moi est choquée quand j'entends ces mots con, connard, connasse à la radio. Ce sont des gros mots. Bon, voilà, c'est pour les raisons de votre ouvrage qu'on utilise. Oui. Ces mots qu'on utilise assez peu dans Grand bien vous fasse, il me semble. Jean-François Marmion. Bah, j'ai voulu appeler un chat, quoi. Parce que si on avait parlé de la psychologie de la bêtise ou de l'irrationalité ou de la stupidité, c'était pas la même chose. La connerie, ça couvre vraiment tout le spectre. Donc je suis désolé. Oui, c'est un gros mot, mais c'est le seul qu'il y a dans le livre. Il y en a d'autres. Je me suis abstenu. Les cons ont leur royaume. Les réseaux sociaux, nous dit Beaujolais 59 par courriel. C'est le royaume des cons, les réseaux sociaux? Ou est-ce que c'est un peu hâtif? Non, c'est comme n'importe quel moyen d'expression. On peut s'en servir pour dire des conneries. Moi, je suis peut-être en train de dire des conneries, mais c'est pas la faute de la radio. Bon, de la même façon, c'est pas la faute des réseaux sociaux si on dit des conneries dessus. Après, c'est à chacun de se discipliner s'il en a envie. Mais les réseaux sociaux, ça fait appel au narcissisme. Voilà. Quand on juge les... Oui, justement, Ouais. Est-ce qu'être hyper narcissique, est-ce que ça rend forcément con? Il y a une dose de narcissisme dans le jugement qu'on porte à l'égard d'autrui. Si je juge que quelqu'un est con, je sous-entends qu'il n'est pas aussi bien que moi. Donc moi, je me place au-dessus du lot. Et il a qu'à me ressembler, quoi. On n'a qu'à être mieux compatible. Et évidemment, avec les réseaux sociaux, on est tenté de croire que tout va tourner autour de nous, que tout le monde va être en orbite autour de notre nombril. Et parfois, quand on poste des choses, c'est pour montrer qu'on est plus intelligent que les autres, donc moins con que les autres, qu'on est plus heureux que les autres, que nous, on a plus d'humour, qu'on a réussi notre vie familiale, qu'on a réussi notre vie intellectuelle, qu'on a des jugements pertinents sur le monde. Donc quelque part, de temps en temps, on aime bien faire sentir à nos followers qu'ils sont plus cons que nous. On aime bien avoir l'impression de créer des cons, ça nous rassure. Que faire contre les connards, se demande la psychopraticienne Emmanuelle Piquet dans votre livre. Le connard, dit-elle, qui suscite une haine immédiate et violente. Qu'est-ce qu'elle recommande? Elle recommande, comme les autres contributeurs du livre, de ne pas essayer de le changer. Ça, c'est peine perdue. On change pas un connard. Avec un peu de chance, il change avec le temps, mais il faut pas trop y compter. En revanche, ce qu'on peut changer, c'est notre relation avec lui. Faire en sorte qu'il arrête d'être systématiquement dans nos pattes. Et donc, le faire tomber de sa position de domination apparente. Ça marche très bien, ça le fait fuir. Autrement, c'est à nous de fuir. Mais il vaut mieux essayer de limiter les rapports. Elle recommande de répliquer, riposter face à une variété de cons racistes, homophobes, sexistes, mal élevés. Répliquer. Ouais. Vous conseillez ça? Tiens, Guillemette Odissino. Je pense que si on ne réplique pas, déjà que le connard est persuadé d'avoir raison, là, et ça va encore plus le conforter dans cette position. Et puis si on laisse parler le connard, je pense que quand même, enfin, c'est un petit peu, il y a risque qui est contagion. Si on laisse parler trop fort les connards, il y a d'autres gens qui vont croire qu'ils ont raison aussi. Enfin, surtout dans ce genre, évidemment, ce que vous venez de citer. Enfin, tous ces a priori, toutes ces choses laides. Je pense qu'il faut au moins répéter constamment. Non, je ne suis pas d'accord. Tu as tort. Oui, attention quand même à la façon dont on réplique, sinon on va le renforcer. Il va se prendre pour une victime, il va être martyrisé. Alors que ce qu'Emmanuelle Piquet, alors voilà, il faut, au contraire, ça peut être très bon d'aller dans son sens. Moi, je me souviens quand je suis arrivé en 6e, il y avait un connard qui s'approchait de moi qui m'a dit: ouais, t'es en quoi? Je suis en 6e. 6e combien? 6e 8. Bah, c'est tous des cons. J'ai dit: ouais, c'est pour ça qu'on m'y a mis. Il m'a laissé tranquille. Vous voyez? Qu'est-ce que vous voulez? J'étais plus une victime là. J'étais pas non plus agressif, genre, mais t'es un connard de me dire ça. Oui, là, il déstabilisait, je rentre pas dans le schéma préétabli, je rentre pas dans sa campagne d'humiliation, donc il s'en va. Mais ça, c'est de l'humour quasiment, mais est-ce que... Ah bah oui. Oui, mais mais l'humour, c'est une excellente arme. Oui, mais un con est capable de... Si on l'attaque pas, oui. En faisant preuve d'autodérision, au contraire, on désarçonne le connard. Il comprend pas ça, lui, il est pas capable.
Éric Finalement, bien se comporter face à un con, ça fait c'est preuve d'intelligence. Ah bah évidemment. Ou le contraire. Et se bien se comporter devant un intelligent, est-ce que c'est preuve de connerie? Bien se comporter devant un intelligent, est-ce que c'est preuve de connerie? J'espère que l'intelligence est contagieuse, c'est tout ce que je peux vous dire. Antoine Debec. Bah c'est sûr que c'est une épreuve qu'on a quand même qu'on a régulièrement quand même mais je pense que l'humour est un bon moyen. Hein, l'humour, le doute, la distance, l'autodérision. Voilà, ouais, absolument. Je pense que le connard c'est celui qui est vraiment dépourvu de ça, d'autodérision. Oui, il se sent tellement au-dessus des autres qu'il est très sérieux dans sa connerie. Et vous, Antoine Debec, pour terminer, vous nous invitez à être un peu plus crétin dans notre vie quotidienne, à faire preuve d'un peu plus d'idiotie. Absolument, oui. Pas de conneries, d'idiotie. D'idiotie, oui. Bon, bah peut-être en vous offrant les coffrets de Luc Moulet, ou alors en écoutant les disques d'un groupe de rock punk que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Les Crétins des Alpes, oui. LAIDS, voilà. Et donc ils sont très fiers d'être Crétins des Alpes et ils le disent avec une sorte de franchise et puis d'autodérision justement qui est tout à fait réjouissante. Merci beaucoup Jean-François Marmion. Psychologie de la connerie est publié aux éditions Sciences Humaines. Antoine Debec, Histoire des crétins des Alpes, c'est à la librairie Vuibert et c'est sur la liste du Féminin et c'est merci à l'excellente programmation de Lady Muriel Pérez. Belle journée à l'écoute de France Inter. Didn't I do it for you? Why don't I do it for you? Why won't you do it for me? When all I do is for you. They wanna see us alone. They wanna see us apart. They wanna see us alone. They wanna see us apart. And I just want to feel your love. And I don't want to have to share our love. I try, but I get overwhelmed when you're gone. I have no one to tell. And I just want to feel you're there. And I don't want to have to share our love. I try, but I get overwhelmed, all wrapped in cellophane. The feelings that we had. Didn't I do it for you? Why don't I do it for you? Why won't you do it for me? When all I do is for you. And didn't I do it for you? Why won't I do it for you? Why won't you do it for me? When all I do is for you. But I just want to feel your hair. And I don't want to have to share our love. I try, but I get overwhelmed when you're gone. I have no one to tell. They're waiting, they're watching us. They're waiting and hoping I'm not enough. Grand bien vous fasse sur France Inter.
que chacun